pour faire cette présentation. Donc, je m'appelle Nicolas Roussel, je suis actuellement en contrat postdoctoral au JET à Toulouse. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une possible utilisation d'une antenne GNSS pour mesurer les variations du niveau marin par réflectométrie. Alors les présentations s'enchaînent assez bien, je dois dire, parce que, comme on va le voir, la réflectométrie va pouvoir être, dans un futur assez proche, un outil, une alternative, ou plutôt un outil complémentaire à l'altimétrie satellite en domaine côtier. Alors pour observer le niveau de la mer, on l'a déjà vu aujourd'hui, on dispose de plusieurs outils. Tout d'abord les outils in situ, donc les mesures qu'on va faire sur le terrain, donc que ce soit les marégraphes, les bouées GNSS, comme l'a montré Gaël. Mais ces outils présentent des inconvénients, notamment en termes de couverture, puisqu'on aura une couverture très locale, on aura des estimations ponctuelles, et une couverture très hétérogène. En revanche, la résolution spatiale, ainsi que temporelle et la précision vont être très bonnes. A l'inverse, les mesures satellites, donc là j'ai pris l'exemple de l'altimètre Altica, vont présenter une couverture excellente, on parle de couverture globale, notamment en pleine mer, mais ça va se faire au détriment de la résolution temporelle et spatiale. Donc là on a une estimation tous les 174 mètres le long de la trace pour l'altimètre Altica, et la précision va rester assez bonne. Mais donc on voit que entre ces deux techniques extrêmes, on a besoin d'un outil complémentaire qui va présenter des caractéristiques intermédiaires en termes de couverture, de résolution spatiale et temporelle entre ces deux techniques. Et donc c'est là qu'intervient la technique que j'aimerais vous montrer, la réflectométrie GNSS, qui va en fait, qui est ce qu'on appelle une technique opportuniste, puisqu'elle va utiliser un réseau de satellites, le réseau GNSS, qui est dédié à une certaine application, et que nous on va utiliser pour faire complètement autre chose, donc en l'occurrence de l'altimétrie. Donc on va étudier la réflexion de ces ondes GNSS pour avoir des informations sur la surface de réflexion, en l'occurrence le niveau de la mer. Donc, un bref rappel sur le GNSS, avant de parler de réflectométrie GNSS. Donc le GNSS, c'est ce que tout le monde appelle le GPS. Donc en fait, c'est un acronyme qui veut dire Global Navigation Satellite System, qui désigne l'ensemble des systèmes de positionnement par satellite. Donc le GPS, c'est le plus connu, c'est le système américain, le plus ancien. Mais on a également le système russe, GLONASS, le système européen, Galileo, et un certain nombre d'autres constellations. Donc ce système est dédié... Donc on a un ensemble de satellites qui émettent en permanence des ondes électromagnétiques en direction de la Terre. Et ces ondes sont dédiées à déterminer la position tridimensionnelle de n'importe quel point sur la Terre. Donc, pour cela, on va utiliser des récepteurs, donc que ce soit des navigateurs de voitures, ou alors des antennes, ce qu'on appelle géodésiques, donc qui font la même chose mais qui sont plus précises. Et donc, le but va être de déterminer la distance qui sépare chaque satellite de notre antenne. Et donc, par triangulation, on va pouvoir déterminer les coordonnées tridimensionnelles de l'antenne. En pratique, on a un certain nombre de phénomènes qui vont venir perturber la mesure. Donc là, j'ai représenté la perturbation de la trajectoire de la traversée de la troposphère et de la ionosphère. Ici en rouge, bon, bien évidemment, j'ai exagéré la perturbation. On a également une certaine incertitude sur la position des satellites. Donc sur les éphémérides précises diffusées 15 jours après le passage, on aura une précision de l'ordre de quelques centimètres. Et enfin, on a une troisième source d'erreur assez importante, le multitrajet. Donc ce sont l'ensemble des ondes qui rebondissent sur le sol ou sur les bâtiments aux alentours avant d'être reçues par l'antenne. Donc en positionnement GNSS classique, on va essayer par tous les moyens possibles de supprimer ce multitrajet. Parce qu'en fait, ce multitrajet va être interprété comme si le satellite était en réalité était plus loin qu'il ne l'est en réalité. Donc par tous les moyens possibles, on va essayer de supprimer ce multitrajet en positionnement classique. En réflectométrie GNSS, au contraire, on va essayer de l'isoler et de l'analyser, puisqu'il va nous apporter des informations sur la surface de réflexion. Donc c'est ce qu'on appelle un radar bistatique, puisqu'on a le système d'émission et le système de réception qui sont situés à deux endroits différents dans l'espace. Alors ces informations, elles vont pouvoir être de nombreux types. Là, j'ai récapitulé l'ensemble des applications qu'on peut trouver dans la littérature pour la réflectométrie GNSS. Donc on va pouvoir, en fonction du système de réception, donc que ce soit une antenne au sol, aéroportée ou embarquée à bord d'un satellite à basse altitude, on va pouvoir faire de l'altimétrie océanique, de la mesure de la rugosité de l'océan. On est en train de faire des recherches actuellement, enfin la communauté fait des recherches sur la mesure de la salinité et de la température de l'eau. En domaine continental, on va pouvoir mesurer l'humidité, etc. Donc il y a un certain nombre d'applications, et nous, ce qui nous intéresse, ça va être l'altimétrie océanique. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer la hauteur, ici, entre notre antenne GNSS et la surface de réflexion, donc le niveau de la mer? Alors, en fait, il faut savoir que les ondes émises par les satellites GNSS sont des ondes polarisées à droite, ce qu'on appelle RHCP, parce qu'en fait, il y a des meilleures caractéristiques de pénétration dans la troposphère et la ionosphère. Mais si on représente la réflexion, si on modélise les coefficients de réflexion d'une onde RHCP,
on se rend compte qu'il y a une composante LHCP, c'est-à-dire polarisée à gauche, qui apparaît et dont l'amplitude va dépendre de l'angle d'élévation du satellite. C'est-à-dire qu'au-delà de 10 degrés d'élévation, donc c'est-à-dire pour quasiment toute la gamme d'élévation, l'onde réfléchie va être majoritairement LHCP, c'est-à-dire polarisée à gauche. Donc on va pouvoir imaginer un système à double antenne, une première antenne orientée vers le haut, polarisée à droite, donc c'est une antenne classique utilisée pour le positionnement, qui va capter l'onde directe, et une deuxième antenne orientée vers le bas, polarisée à gauche, qui va pouvoir capter l'onde réfléchie. Donc ce système optimise la réception du signal direct et du signal réfléchi. On va ensuite corréler les deux signaux après réception, et on va en déduire la distance supplémentaire parcourue par l'onde réfléchie, qu'on va directement traduire en hauteur h de notre antenne, de notre système, par rapport à la surface de réflexion. Et donc on va pouvoir faire de l'altimétrie. Il existe une deuxième solution qui se base sur le fait qu'en fait les antennes GNSS classiques ne sont pas parfaites. Là je vous ai représenté le diagramme de gain d'une antenne Leica R10. Donc on voit ici le gain RHCP, donc pour les ondes polarisées à droite, et en vert le gain pour les ondes LHCP, polarisées à gauche. Comme on peut le voir, le gain LHCP n'est pas nul. Sur une antenne parfaite, théorique, on aurait le gain LHCP nul, puisqu'on essaie d'optimiser la réception du signal direct. Or, ce n'est pas le cas, et donc, avec une antenne classique, on va quand même pouvoir recevoir le signal réfléchi, qui va être perçu comme une forme de bruit sur le signal direct. Donc, avec n'importe quelle antenne GNSS classique, on va pouvoir mesurer le signal réfléchi sous forme de bruit. Donc, les deux signaux vont créer des interférences au niveau de l'antenne, et ces interférences vont être particulièrement visibles dans le rapport signal sur bruit, donc ce qu'on appelle le SNR, mesuré par cette antenne, mesuré classiquement par cette antenne. Donc les deux techniques ont des avantages et des inconvénients. La première technique est plus précise, puisqu'on va pouvoir séparer les deux signaux. Mais cette technique, avec une antenne unique, présente un avantage majeur, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'ensemble des stations des réseaux GNSS permanents, côtiers, pour faire de l'altimétrie. Parce qu'il faut savoir que pour le positionnement, il y a un ensemble de stations un peu partout en France et dans le monde, des stations permanentes qui font des acquisitions permanentes. Et donc, avec ce système, on pourrait imaginer utiliser toutes ces stations qui sont au bord de la côte pour faire de l'altimétrie, directement, sans aucune modification matérielle. Alors, un peu plus en détail, comment ça marche? Je vous ai dit, l'onde directe, l'onde réfléchie crée des interférences au niveau de l'antenne. Ces interférences sont visibles au niveau du rapport signal sur bruit. Donc là, je vous ai tracé, typiquement, le SNR qu'on obtient lors du passage d'un satellite. Donc on voit qu'il y a une tendance parabolique qui est due en fait au signal direct, puisque lors du passage du satellite, lorsque le satellite va passer à l'apogée de sa trajectoire, le signal direct va être plus fort, puis cette amplitude va progressivement diminuer lorsque le satellite va s'éloigner et disparaître à l'horizon. Et on a une haute fréquence qui va être due au multitrajet. Donc la première étape, ça va être déjà de séparer la contribution du signal direct et du signal réfléchi. Donc pour cela, on enlève juste la basse fréquence, donc on obtient un signal haute fréquence ici. Et si on trace ce signal haute fréquence en fonction du sinus de l'angle d'élévation du satellite, donc sans rentrer dans les détails, on a des oscillations, ici, qui ont une certaine fréquence, et cette fréquence peut être modélisée par cette équation. Alors il y a un terme constant ici, 4π sur la longueur d'onde, c'est un terme constant, et on a h qui apparaît, donc h, la hauteur de l'antenne, par rapport à la surface de réflexion. Donc ça, c'est ce h qui nous intéresse. Et on a un deuxième terme ici, qui dépend de l'angle d'élévation du satellite, la vitesse de variation de l'angle d'élévation du satellite, et de h point, ça veut dire d2h sur dt, donc la vitesse de variation de la surface de réflexion. Et donc, dans un premier temps, on peut imaginer négliger ce terme. On va considérer que la surface de réflexion, donc le niveau de la mer, va varier assez lentement pour que le terme h point soit négligeable. On se situe donc dans un cas où on aura la fréquence de ces oscillations, là à droite, qui vont être directement proportionnelles à la hauteur au niveau de la mer. Et donc on va pouvoir mesurer, faire de l'altimétrie, directement en mesurant la fréquence de ces oscillations. Le problème, c'est que si on est dans le cas où, avec des vagues à forte amplitude, ou de la marée à forte amplitude, ce second terme ne va pas pouvoir être négligé. On aura donc une équation avec une seule observation pour deux inconnus. Donc ce qu'on a proposé, c'était de combiner l'ensemble des satellites visibles à un instant donné pour créer un système d'équations surdéterminé, donc avec plusieurs observations au même instant, pour les deux mêmes inconnus, la hauteur du niveau de la mer et h point, donc c'est-à-dire la vitesse de variation du niveau de la mer. Et donc on va pouvoir résoudre ce système par des moindres carrés. Et donc on a voulu tester cette méthode
in situ en pratique. Donc on a disposé une antenne GNSS en haut du phare de Cordouan, donc qui est situé dans l'estuaire de la Gironde. C'est un phare qui est situé en pleine mer, à une dizaine de kilomètres de la côte, et l'antenne est située à 60 mètres au-dessus du niveau de la mer. Comme on peut le voir sur la photo, à marée haute, le phare est totalement entouré par la mer. À marée basse, il y a des bancs de sable qui apparaissent tout autour de notre phare. L'amplitude de la marée dans cette région est de plus ou moins 3 mètres. On a des vagues de plusieurs mètres qui peuvent apparaître, notamment à marée haute. Donc évidemment, dans ces conditions, la vitesse de variation du niveau de la mer ne peut pas être négligée. Ici, je vous représente, donc le phare est au centre de l'image, et c'est l'ensemble des points de réflexion qu'on va avoir sur une semaine, là, du 2 au 8 mai 2013. L'ensemble des points de réflexion qu'on va avoir, donc c'est l'ensemble de la zone qu'on va pouvoir mesurer grâce à cette technique. Donc on voit qu'on a des réflexions qui ont lieu jusqu'à 3,5 km du phare. Et ici, en blanc, avec les rectangles blancs, là, ce sont des marégraphes que l'on va pouvoir utiliser pour valider nos estimations. Donc voilà les premiers résultats. On voit en bleu les résultats d'un marégraphe, les mesures réalisées par un marégraphe situé au pied du phare. En rouge, ce sont les estimations, en noir, pardon, les estimations réalisées si on néglige le fameux H-point, et en rouge, les estimations qu'on le réalise avec la méthode que je vous ai proposée en combinant les différentes mesures réalisées sur les différents satellites. On peut voir qu'on obtient une corrélation, donc avec la méthode classique, une corrélation avec le marégraphe de 0,82, avec la méthode en combinant les satellites, une corrélation de 97%. On a des erreurs moyennes quadratiques assez importantes, de l'ordre de 70 cm, et comme je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est dû aux vagues, mais je vais en parler un peu plus tout à l'heure. On a continué cette étude sur 3 mois de données, 3 mois d'acquisition. On a comparé toutes nos estimations à différents marégraphes, un marégraphe colocalisé ici, ou un marégraphe situé à Port-Bloc ou à Royan à 9 et 12 km respectivement. Les corrélations sont toujours du même ordre, supérieures à 0,9, et les erreurs moyennes quadratiques de l'ordre de 70 cm. On a un déphasage qui est dû, ici d'une trentaine de minutes, qui est dû en fait au temps de propagation de l'onde de marée pour parcourir les 9 ou les 12 km. Rapidement ici, je vous présente des analyses en ondelette. Donc en abscisse, on a les jours de mesure. En ordonnée, ce sont les différentes périodes qu'on va mesurer sur les différents signaux. Donc ici, par exemple, en haut à gauche, une analyse en ondelette réalisée sur un modèle de marée. Et donc on voit qu'on observe une première période à 12 heures, une deuxième période à 24 heures et une troisième période à 6 heures. On observe les mêmes périodes pour les deux marégraphes classiques, le marégraphe de Royan, le marégraphe de Port-Bloc. Et sur les estimations réalisées avec les mesures SNR, ici en bas, on constate qu'on observe la période à 12 heures, ici on l'observe bien, et la période à 6 heures et 24 heures n'apparaissent pas clairement, apparaissent mais beaucoup plus bruitées sur nos estimations. Mais en fait, lorsqu'on réalise une corrélation croisée entre les différentes séries temporelles, donc c'est ce que j'ai réalisé à droite, on se rend compte qu'elles sont quand même bien là, ces différentes périodes à 6 heures et à 24 heures, ici, donc c'est la corrélation croisée entre le marégraphe de Port-Bloc et mes estimations. Donc on voit bien qu'elles sont là, mais en fait, sur nos estimations, on a également un ensemble de hautes fréquences qui sont visibles et qui ne sont pas mesurées par les marégraphes classiques, puisqu'en raison de leur localisation dans des zones protégées et des tubes d'amortissement. Donc on peut premièrement conclure que les principales périodes de marée sont observées avec cette technique, mais je vous ai dit tout à l'heure, on a une erreur moyenne quadratique de l'ordre de 70 cm, ce qui est assez élevé. Donc comme on peut le voir ici, qui est dû, là on voit une différence d'amplitude assez importante qui peut atteindre 2 mètres entre nos estimations réalisées avec le SNR et le marégraphe colocalisé. En violet ici, ce sont les hauteurs significatives des vagues. Et en fait, ces différences d'amplitude qui expliquent le RMS, on les interprète comme étant dues aux vagues, puisque à la différence de l'altimétrie satellite Nadir classique, les ondes qui arrivent arrivent avec une certaine incidence, et en fait le creux des vagues la crête des vagues va venir cacher le creux des vagues, donc aucune réflexion ne va être possible dans le creux des vagues, et donc on va avoir un biais d'état de mer inverse à ce qu'on observe en altimétrie satellite classique, qui va être positif cette fois, puisqu'on va avoir tendance à mesurer le haut des vagues et non pas le creux des vagues. Et donc pour vérifier cette hypothèse, on a additionné la hauteur des vagues à la mesure réalisée par le marégraphe, et donc on observe cette nouvelle courbe rouge ici, qui colle cette fois beaucoup mieux à nos estimations. Donc c'est une première étape, il faudrait réaliser une vraie modélisation pour pouvoir réellement conclure, mais on peut déjà
avoir une première idée, cette différence d'amplitude est due aux vagues, et donc on observe un biais d'état de mer, un peu à la manière de l'altimétrie satellite classique. Je vais conclure. Donc on a pu montrer dans cette présentation qu'on a utilisé une antenne GNSS classique pour mesurer les variations du niveau de la mer. On a retrouvé les principales périodes de marée à 12, 6 et 24 heures. La précision obtenue est centimétrique sur une hauteur individuelle, je précise bien sur une hauteur individuelle. On avait une résolution temporelle sur la période de 3 mois de 5 minutes. On a eu des réflexions sur 3,5 km autour du phare, donc une zone mesurée de 7 km, d'un diamètre de 7 km. En termes de couverture, avec une antenne, on a pu voir qu'on peut couvrir une zone de 7 km. Mais si on imagine étendre cette technique à l'ensemble des stations permanentes côtières, on peut tout à fait imaginer étendre cette couverture. Et enfin, sur le graphique à droite, donc c'est un graphique que j'ai récupéré des cours de l'école d'été du GRGS en 2014. On peut voir l'ensemble des processus physiques qui génèrent de la variabilité dans le niveau de la mer. En vert, c'est ce que l'on considère mesurable par l'altimétrie satellite nadir classique. En bleu, j'ai rajouté ce qu'on a pu prouver dans cette étude, qu'on arrive à mesurer par la réflectométrie GNSS. Donc on peut voir qu'on observe des phénomènes plus locaux et à plus forte variabilité. Et on va pouvoir imaginer étendre ce rectangle bleu à droite et en haut en appliquant cette technique au réseau permanent. Donc on voit ici que cette technique va pouvoir compléter les mesures altimétriques satellites classiques et les mesures in situ, notamment en domaine côtier. Je vous remercie pour votre attention. Merci Nicolas.